Au beau milieu des années 1990, l'Amérique latine tout entière est en proie à une terrible vague d'hystérie collective. À Porto Rico, au Brésil, au Chili, au Mexique ou encore au Texas, des centaines d'individus témoignent de la présence d'un monstre suceur de sang qui rôderait dans les campagnes désertiques en massacrant le bétail. Comme signature de son crime, il ne laisse derrière lui que des corps vidés de leur sang avec 2 trous circulaires au niveau du cou. Si son apparence demeure mystérieuse, les témoins s'accordent toutefois sur une seule chose. La créature est dénuée de poils, dotée de canines acérées et d'un regard rouge vif. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce deuxième épisode de Mythologia, je vous propose de partir à la recherche du monstre le plus redouté d'Amérique latine, j'ai nommé le Chupacabra. Mars 1995, Porto Rico. La petite ville de Moca est le théâtre du premier massacre attribué à la bête. Si les attaques d'animaux sauvages sur le bétail ne sont pas rares en Amérique du Sud, les fermiers seront cette fois frappés par une étonnante similitude. Chacune des 8 carcasses retrouvées possède des plaies parfaitement circulaires au niveau du cou, et elles semblent visiblement avoir été drainées de leur sang. Pire encore, les mois suivant cet événement, des centaines de témoignages similaires émergent sur toute l'île de Porto Rico ainsi que sur le continent sud-américain. En Colombie, au Panama, en Argentine, Bolivie, Chili, Pérou ou encore au Brésil, les animaux de bétail sont pris pour cible. Finalement, ce qui étonne le plus, c'est pas simplement qu'on retrouve des animaux abattus, mais bien qu'ils semblent avoir été vidés de leur sang et parfois même de leurs organes internes. Pour cette raison, et également car les proies privilégiées par la créature sont plutôt les chèvres, on lui attribue le nom de Chupacabra, qui signifie littéralement en espagnol « suceur de chèvre ». Bon d'ailleurs pour la petite anecdote, le terme Chupacabra avait déjà été utilisé et popularisé par Michael Crichton dans son roman Jurassic Park, paru en 1990, soit 5 années avant les premiers massacres. À partir de l'année 1997, on note une véritable explosion des témoignages. Pas seulement de la part des fermiers qui découvrent leur bétail mutilé, mais bien de personnes lambda qui assurent avoir aperçu la bête. Tout ça, ça permet donc de mettre une image sur le Chupacabra. Selon les différents témoins oculaires, il existerait 2 descriptions physiques principales pour le Chupacabra. La première, et celle qui était la plus plébiscitée dans les années 90, c'est celle d'une créature extraterrestre bipède d'environ 1m60 avec une peau reptilienne et dotée de longues épines dorsales. La deuxième description, et qui va probablement plus vous parler, c'est celle d'un chien sans poils, à la peau grisâtre, aux yeux injectés de sang et aux canines proéminentes. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est cette description du Chupacabra qui est la plus ancrée dans l'esprit du grand public. Pendant toute la décennie 2000, les massacres de bétail se poursuivent et la plupart sont attribués au Chupacabra. Je pourrais par exemple citer le massacre de la région de Boyaca en Colombie, qui a eu lieu en 2007, où plus de 300 moutons ont été retrouvés inanimés. Le ou plutôt les Chupacabras semblent donc être mobiles, étant donné que la même année, un véritable raz-de-marée de nouveaux témoignages est enregistré aux États-Unis. En août 2007, le médecin Phyllis Canyon retrouve de nombreux poulets égorgés dans son ranch au Texas. Canyon va donc tout naturellement décider de placer des caméras à détecteur de mouvement. Mais aucun résultat. Le prédateur reste invisible. C'est seulement quelques jours plus tard, et totalement par hasard, que son voisin l'appelle pour annoncer qu'une étrange créature, qui a visiblement été percutée par une voiture, gît sur la route bordant sa maison. Canyon s'y rend et découvre stupéfaite un canidé sans poils, à la peau grise et aux canines saillantes. Cette carcasse est pour beaucoup la preuve la plus palpable de l'existence du Chupacabra. D'autant que pendant les mois et les années qui suivent, d'autres carcasses
ainsi que des spécimens vivants vont être retrouvés et filmés par de rares chanceux arborant les routes perdues du désert texan. Immédiatement, les carcasses retrouvées au Texas vont faire l'objet d'analyses par des zoologistes et des scientifiques. Bien que la plupart soient en très mauvais état de conservation et à moitié dévorés par les vautours, les résultats des tests ADN sont unanimes. Le patrimoine génétique des canidés retrouvés morts est celui d'une seule et même espèce, à savoir le coyote. Si en évoquant le coyote on pense à une belle fourrure dorée, il faut savoir que la théorie principale concernant la véritable identité du chupacabra est que ce dernier serait simplement un coyote atteint par une variante extrême de la gale sarcoptique. Une grave maladie parasitaire qui touche les canidés en entraînant des trucs pas très sympas comme des lésions cutanées et de très gros problèmes de peau allant jusqu'à la perte totale du pelage. Les coyotes, alors affaiblis, affamés et incapables de chasser, tenteraient donc de s'attaquer à des proies faciles, comme le bétail. Bon d'ailleurs, il faut savoir que toujours au Texas, en 2004, un fermier a abattu un étrange animal qui s'attaquait à ses moutons. Connue sous le nom de la bête d'Elmendorf, cette créature a finalement été identifiée comme un coyote atteint de la gale sarcoptique. En se propageant, la maladie aurait donc atteint plusieurs individus, ce qui expliquerait donc le grand nombre de témoignages enregistrés pendant une très courte période au Texas. Seulement en partant de ce principe, il est assez compliqué d'imaginer qu'un simple coyote malade puisse anéantir des cheptels entiers de chèvres, de poules et de moutons. D'autant que les cadavres retrouvés ont selon les témoins tous été vidés de leur sang, et non dévorés comme l'aurait fait n'importe quel prédateur affamé. Rapidement et pour calmer l'hystérie générale, les gouvernements vont attribuer ces attaques à des meutes de chiens errants ou à des sectes sataniques qui prélèveraient le sang du bétail pour leurs sacrifices. Dans son excellent ouvrage Tracking the Chupacabra, Benjamin Radford, l'un des auteurs les plus impliqués dans la documentation sur le Chupacabra, tente d'apporter des éléments d'explication plus plausibles sur la légende. Concernant la version extraterrestre, dont j'ai volontairement moins parlé dans cette vidéo, Radford estime que les témoignages enregistrés en 1995 entrent en corrélation avec la sortie du film de science-fiction Species, dans lequel un alien ressemble étrangement aux descriptions faites par les soi-disant témoins. Témoins qui ont d'ailleurs plus tard confessé à Radford qu'effectivement leur témoignage avait été inspiré par l'alien qu'on retrouve dans Species. L'influence du film aurait donc tout simplement alimenté l'imagination et la paranoïa générale. Quoi qu'il en soit, et peu importe sa véritable nature, le Chupacabra constitue l'un des cas de cryptozoologie les plus tenaces. Bien que des éléments de réponse tangibles aient été mis au grand jour, de nombreuses personnes continuent de croire à la thèse du cryptide, à la théorie de la créature hybride issue de manipulations génétiques et échappée des laboratoires secrets du gouvernement, ou encore d'une créature extraterrestre qui viendrait du crash de Roswell et qui assisterait les aliens dans leur prélèvement d'organes sur le bétail. Bref, le mythe du Chupacabra fascine les amateurs d'étrangeté depuis maintenant des décennies. Et ce qui est certain, c'est que cette icône fortement ancrée dans la culture populaire latino-américaine est loin d'avoir poussé son dernier rugissement. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Mythologia. Pour les deux premiers épisodes, j'ai vraiment voulu ratisser assez large en abordant des légendes qui parlent au plus grand nombre. Mais accrochez-vous car on va progressivement amorcer la descente vers les profondeurs en abordant des mythes et légendes de plus en plus sombres. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. J'ai 3 formats actuellement sur la chaîne. Et voilà, il y a notamment ce format Mythologia qui est uniquement dédié au décryptage des mythes et légendes. Si ça t'a plu, je t'invite également à laisser un petit like et à me laisser un petit commentaire en me donnant tes meilleures théories sur l'identité du Chupacabra. De mon côté, c'est vrai que je trouve que la théorie des coyotes malades est vraiment la théorie la plus tangible. Mais voilà, ce qui fait la force du Chupacabra, c'est qu'il y a énormément de témoignages, il y a énormément de vidéos, beaucoup de fakes évidemment qui circulent sur internet. Mais je trouve que c'est intéressant de partir du principe que voilà, en fait, il y a vraiment des coyotes qui ont cette maladie. Et en fait, au-delà de la légende du Chupacabra qui va drainer le sang du bétail, je trouve ça assez dingue en fait de savoir qu'il y a réellement des animaux atteints de cette maladie qui circule en Amérique du Sud, au Texas. Je trouve ça également assez triste d'un autre côté. Mais c'est vrai que en ayant tout ce contexte, en ayant tout ce background et en ayant connaissance de tous les témoignages et toutes les légendes qui ont pu émerger à partir des années 90, j'imagine tout à fait que voilà, le vieux Texan qui se balade dans son ranch et qui voit cette créature peut se laisser aller à son imagination et faire perdurer la légende du Chupacabra.
Et dernier petit truc, il faut savoir que toutes les 2 semaines, je fais un sondage sur Instagram pour vous inviter à voter pour la thématique de la prochaine vidéo. Donc là, typiquement pour cette vidéo, à la base, j'avais fait un sondage entre le Chupacabra et la bête du Gévaudan. C'était assez serré, mais vous avez été plus nombreux à voter pour le Chupacabra. Et étant donné que pour le moment, j'ai vraiment une toute petite communauté, bah voilà, faut savoir que chaque vote dans le sondage a un gros impact sur l'avenir des futures vidéos. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.